Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on parle d'un livre qui est essentiel, technique, mais on va prendre le temps pour en parler. C'est ce livre, Comment ne pas perdre l'âme du droit face au terrorisme. Alors le titre, c'est Le droit face à la terreur, aux éditions du CERF. Nous en parlons avec Alexis Depro, docteur en droit public et spécialiste des questions de défense et de sécurité. Merci d'être avec nous. Alexis Depro, bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors peut-être pour commencer, une question un peu d'ordre général. Est-ce que l'efficacité de la lutte contre le terrorisme conduit forcément à remettre en cause l'état de droit? C'est un peu la question en filigrane dans votre ouvrage. Alors, il faut savoir qu'il y a effectivement 35 ans de législation antiterroriste, mais il y a une loi très importante pour nos services de renseignement, c'est la loi de Jean-Jacques Urvoas de 2015, la fameuse loi renseignement, Oui. qui a donné un cadre juridique à tout ce que peuvent faire aujourd'hui nos agents de renseignement. Et on en parle notamment avec le procès du Bataclan, en parlant de la surveillance de Salah Abdeslam. Si on a pu poser des caméras pour surveiller sa planque, c'est parce qu'il y avait des dispositifs législatifs qui permettaient aux agents de le faire. Oui. Donc c'est vraiment aujourd'hui un fonctionnement qui est régulier, qui permet aussi d'éviter que les avocats de la défense puissent soulever une irrégularité et dire bon bah finalement là c'était totalement irrégulier, on va relâcher les terroristes qui ont bel et bien commis ces méfaits. Oui, parce que ce que vous expliquez quand même à travers cet ouvrage, c'est notamment le rôle, la part prépondérante des services de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Et vous n'avez pas une réponse nuancée. Vous dites que y a une lutte efficace de la part de ces services. Vous dites oui, mais le risque zéro n'existe pas. Ça, finalement, c'est une réponse assez traditionnelle, c'est ça? Alors, le risque zéro n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas promettre malheureusement à nos concitoyens qu'il n'y aura pas d'actes terroristes. Il y a des actes dits isolés, quand bien même on sait très bien qu'ils ont été préparés et qu'il n'y a pas de loup solitaire. Ça, je tiens à le répéter formellement. Il y a un seul cas dans l'histoire, pour moi, de loup solitaire, de terroriste solitaire, c'est l'homme qu'on appelait Unabomber aux États-Unis. Parce que lui, il envoyait des colis piégés du fin fond de Saint-Cabane. Là, après des mois d'enquête, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des liens à droite, à gauche, notamment avec le tragique attentat à l'encontre du professeur Samuel Paty. Oui. On s'est rendu compte que ça discutait sur WhatsApp, qu'il y avait telle personne qui réseautait avec telle autre personne. Il n'y a pas de loup solitaire. Mais sur le moment, en fait, c'est la détection précoce qui est très difficile à faire. Et donc, il y a un travail déjà qui est très bien mené par nos agents d'enseignement, mais qui ne peut pas mener à tout parce qu'il faudrait une quantité extraordinairement forte d'agents de renseignement pour surveiller tout le monde. Oui, c'est ça, parce que vous insistez en expliquant que les outils technologiques sont utiles, mais que finalement rien ne remplace le renseignement humain, c'est ça? Absolument. En fait, ce qui s'est passé, pour être rapide historiquement, mais le président Nicolas Sarkozy, il a fait cette fameuse réforme de 2008. Il voulait un FBI à la française. Oui. Et donc, du coup, il a modifié la DST, qui est devenue à l'époque la DCRI, actuelle DGSI, et les RG, qui sont devenus à l'époque les SDIG, les sous-directions à l'information générale. Les SDIG, elles ont perdu 80% de leur potentiel en moyens humains et en moyens matériels. C'est-à-dire que s'il y avait une équipe qui faisait une filature, la seconde n'avait pas de voiture pour faire des filatures. Et en fait, on a perdu tous ces moyens de renseignement humains parce que les RG de l'époque, eux, ils avaient des collaborateurs, ils avaient des personnes qui leur donnaient des informations, des informateurs, pardon. Et avec la réforme de 2008, on a perdu tout ça. Tout a été brisé et il a fallu des années. Et on peut penser que certains attentats auraient pu être déjoués si on avait gardé cette ligne-là, si on avait gardé nos informateurs. Et maintenant, il y a tout un travail de renforcement de l'information sur le terrain. Et ça, c'est un changement. Vous parliez de 2008, il y a eu une autre rupture à partir de 2015. Est-ce que la tendance est inversée? On a entendu les gouvernements successifs communiquer sur les recrutements en faveur des services de renseignement. Oui, alors il y a eu effectivement, maintenant il y a un renforcement progressif des agents de renseignement, ça c'est nécessaire. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on doit surveiller tous les fichiers S? Je ne pense pas, parce que déjà le nombre est assez phénoménal, mais je pense aussi que le renforcement des moyens, il est encore nécessaire. Il n'y a plus besoin de faire de nouvelles lois. On a encore une loi en juillet 2021 là, qui a été adoptée. Il faut juste encore et encore avoir des moyens humains, quand bien même déjà les agents sur le terrain ils font beaucoup et très bien le travail.
Parce que vous évoquez aussi cette question de prolifération en fait des structures du renseignement, c'est-à-dire qu'on a toujours de plus en plus de structures et finalement est-ce que ça va en adéquation avec le renseignement humain, les effectifs? Alors en fait ça a évolué en bien parce que avec le Conseil national du renseignement il y a eu une sorte de pilotage. Au début ça fonctionnait pas trop parce que le Conseil national du renseignement était pas trop écouté, vous avez des chapelles, mais ça s'est un peu plus uniformisé. À l'époque il n'y avait pas ça et du coup chacun travaillait dans son coin ou ne voulait pas partager l'information. On s'est rendu compte que les services étrangers parfois ils allaient voir un premier service français puis un deuxième, donc en fait ils gagnaient l'information et les deux homologues français ne communiquaient pas entre eux. Oui. Et aujourd'hui on a des cellules, mais c'est des cellules de coordination sur telle ou telle thématique et il y a un travail qui quand même a tendance à s'améliorer. Voilà. Oui, parce que vous citez 40 structures depuis 2015, c'est ça, qui travaillent sur ces questions de lutte contre le terrorisme au sein des services de renseignement? Alors oui, ce sont des 40 structures, mais en comptant bien sûr toutes les agences de renseignement qui ont leur finalité propre. Alors ça a évolué aujourd'hui, c'est-à-dire que pour ce qu'on appelle le renseignement intérieur, c'est vraiment la DGSI qui chapeaute tout, qui a intégré l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterrorisme, et l'EMOP, l'état-major de prévention du terrorisme. Avant, on était vraiment dans ce qu'on appelle une balkanisation. Aujourd'hui, tout a été regroupé au sein de la DGSI, qui fait un très bon effort. Hein. Sans flatterie, Monsieur Lerner fait vraiment un bon travail en la matière, le directeur. Et ça permet vraiment de faciliter tous les efforts qui sont menés. Après, parfois, il y a des décisions politiques qui peuvent mener à quelques échecs, effectivement. Alors, dans votre ouvrage, vous passez en revue les différentes techniques, notamment employées par les services de renseignement. Je voulais vous poser une question sur la question des algorithmes. Il y a eu encore un projet de loi, je ne sais plus exactement où ça en est, si ça a été adopté cet été, sur ces fameuses boîtes noires et sur l'utilité d'une surveillance de masse qui n'est pas spécifique à la lutte contre le terrorisme. Ça c'est bien toute la question que ça pose, aussi en rapport avec l'état de droit, cette surveillance via des algorithmes, ces boîtes noires. Oui, alors effectivement, avec la mise en place de la loi renseignement de 2015, il y avait eu les algorithmes, ils n'ont pas été utilisés parce qu'il y avait encore des inadéquations. Et donc là, bien sûr, la loi de 2021, elle a renforcé la mise en place de ces fameuses boîtes noires, quand bien même on sait qu'il peut y avoir encore des efforts à mener en termes de recherche algorithmique. Après, je sais que le travail de la recherche algorithmique, elle n'est pas liée aussi qu'à la défense. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs au CNRS, à l'INRIA, qui vont apporter des éléments de recherche là-dessus. Mais oui, on a eu peur, à raison d'ailleurs, de cette fameuse pêche au chalut, de toutes les informations qui peuvent être récoltées. Et ça a été d'ailleurs lancé à l'époque par Edward Snowden. Alors Alexis, on va se retrouver dans un petit instant pour continuer à parler de votre ouvrage. Le droit face à la terreur, c'est publié aux éditions du CERF. On revient dans un tout petit moment, Augustin. Absolument, et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous aurez la parole à partir de 13h15, 13h30 pour pouvoir poser vos questions à Alexis Depro. Et puis on reste jusqu'à 14h parce que même les jours fériés, on a 2 heures d'émission pour que vous ayez la parole. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Arthur Delaborde. De retour effectivement avec Alexis Depro, avec ce livre, Le droit face à la terreur, publié aux éditions du CERF. On évoquait avant la pause, Alexis Depro, la question des algorithmes et cette difficulté que ça peut poser en termes de protection de l'état de droit, notamment parce que ce sont des données qui sont massivement recueillies, qui concernent tous les citoyens, et c'est pas ciblé spécifiquement pour lutter contre ce phénomène de terrorisme. C'est bien ça le problème. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une difficulté aujourd'hui à détecter les signaux faibles avec les algorithmes. Et dans l'affaire Edward Snowden, où celui-ci avait donc révélé beaucoup d'éléments, il avait raconté que l'agence de renseignement électromagnétique américaine, la fameuse NSA, et quand elle récoltait, on était à 20% d'éléments de lutte contre le terrorisme. Donc ça veut dire que 80% du reste était dans l'espionnage économique.
Aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore ciblé, à moins que je me trompe, mais je suis pas dans les petits papiers de la DGSE, mais du coup, on n'a pas vraiment d'éléments précis pour pouvoir récolter toutes ces données. Donc là, on est vraiment sur une pêche au chalut de la donnée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on parle des messageries cryptées, des terroristes, de ce qu'ils utilisent. Moi, je pense qu'ils font un peu comme la méthode soviétique, c'est-à-dire qu'ils discutent entre eux, ils s'écrivent des papiers, ils n'utilisent pas forcément, et on l'a vu, tous les moyens de communication, le téléphone, Internet pour discuter. Une discussion dans un centre culturel ou ailleurs d'ailleurs leur permet de distribuer l'information, et puis telle personne va distribuer l'information. Et là, c'est là où en fait on n'a pas forcément besoin des algorithmes. Alors vous revenez aussi, il y a tout un chapitre consacré à l'état d'urgence, évidemment dans votre ouvrage, 2 ans de prolongation successive d'état d'urgence à partir du 13 novembre 2015, et à vous lire finalement avec assez peu d'efficacité, notamment les principaux outils que permet cet état d'urgence, c'est les perquisitions administratives, et là on a quand même des résultats qui sont très faibles. En fait, au tout début, c'est-à-dire les premières semaines, on a eu des résultats. Par la suite, il n'y avait plus de résultats puisque la liste des personnes qui devaient être perquisitionnées, elle était déjà remplie, c'était fini. Là, on allait vraiment sur sur ce qu'un préfet disait, le perquisiton, c'est-à-dire qu'on perquisitionnait, on a pu récupérer de la drogue, récupérer des armes, alors même aussi que la plupart des armes étaient déclarées, donc c'était des armes légales. Mais ça a permis à la police d'aller dans des quartiers avec l'appui des forces spéciales, donc du RAID, pour récupérer tous ces points-là. Mais il n'y avait pas vraiment de résultats sur la lutte antiterrorisme. Dans mon livre, j'apporte les éléments chiffrés, donc on est à moins de 1% de judiciarisation pour fait de terrorisme. Donc on est vraiment très très loin des résultats qui pouvaient être apportés. Le début était bien, la suite n'était pas nécessaire. 2 ans d'état d'urgence, c'est plus qu'en 62 avec le général de Gaulle. Et je pense que même s'il y a un risque terroriste, on n'était pas avec l'OAS, on n'était pas avec tout ce qui s'est passé il y a plus de 50 ans. Alors, autre technique que cet état d'urgence permet, c'est les assignations à résidence. Et là encore, ça ne s'est pas montré extrêmement efficace. Et il y a eu, encore une fois, des moyens détournés pour, par exemple, vous évoquez dans votre ouvrage le fait que 7 militants écologistes aient été assignés à résidence pendant la COP. Là encore, on est très loin des questions liées au terrorisme. Oui, on est sur un résultat en mi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui devaient être assignées à résidence pour éviter qu'elles entrent en contact avec d'autres personnes radicalisées, mais lors de la COP21, nous on s'est rendu compte, et d'ailleurs c'est ça le plus étrange, c'est que l'ancien président François Hollande, il a quand même avoué à 2 journalistes que, effectivement, l'état d'urgence a permis d'assigner à résidence des militants écologistes. Alors même, on disait, attention, c'est pour la lutte antiterroriste. Et je ne crois pas que ces militants écologistes-là voulaient poser des bombes ou tuer la population. On est loin de l'armée des 12 singes. Vous revenez aussi sur un point très intéressant, c'est la question du contrôle parlementaire de cet état d'urgence. Et là, en vous lisant, on se rend compte que c'est totalement inopérant. Et notamment le fait qu'il y ait très peu de députés qui viennent siéger quand il s'agit de prolonger, quand il a fallu prolonger ce dispositif d'état d'urgence. Oui, en fait, là, alors déjà c'est malheureusement le cas, même en période normale, il y a une présence assez faible des parlementaires, mais surtout pour voter les prolongations de l'état d'urgence, on était sur des chiffres extrêmement faibles. Il y a un tableau qui est apporté, parfois ils sont la moitié, parfois 10% sur le chiffre le plus faible. C'est quand même assez grave quand on sait que ce sont des mesures qui vont toucher toute la population française et que les députés pourraient faire l'effort. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi j'ai entendu, comme tout le monde d'ailleurs, certains proposer le vote obligatoire des Français, en disant oui, on va vous punir si vous n'allez pas voter. Bah alors à ce moment-là, oui, mais il faut forcer aussi peut-être les parlementaires à être présents pour voter des lois importantes. Et alors, malgré toutes ces réserves que l'on vient d'apporter à ces outils dans la lutte contre le terrorisme que permettent l'état d'urgence, finalement, cet état d'urgence, il a quand même été transcrit finalement dans le droit commun, c'est bien ça? Oui, la loi du 31 octobre 2017 a permis de transcrire dans le droit commun en fait cet état d'urgence qui devait par définition être exceptionnel. C'est-à-dire que oui, on peut avoir besoin de l'état d'urgence.
oui, on peut parfois prendre des mesures dites exceptionnelles, mais l'exception ne doit pas être le droit commun, c'est-à-dire s'appliquer pour tous les jours actuellement. Voilà. Alors comment vous l'expliquez ça, ce processus finalement que l'exception devienne la norme alors que ça a donné quand même assez peu de résultats concrètement? Disons que ça permet d'une certaine manière d'éviter de prononcer un état d'urgence à chaque fois. Maintenant, on a directement les mesures qui sont inscrites légalement. On fait référence à ce qu'on appelle le code de la sécurité intérieure. Le préfet a tout pouvoir pour prendre telle ou telle mesure, ce qui n'est pas forcément un mal pour certains points, mais qui est quand même beaucoup plus inquiétant pour le reste, c'est-à-dire que ces mesures d'exception, elles ont pu être utilisées dans l'affaire des Gilets jaunes. Alors non, encore, je ne prends pas parti pris pour ou contre les Gilets jaunes. On va rester à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'on a contrôlé, on a utilisé des mesures qui étaient utilisées auparavant dans le cadre de l'état d'urgence contre le terrorisme, qu'on a inscrit dans le droit commun, et qui aujourd'hui se retrouvent pour tout un chacun. Et si des manifestations peuvent être considérées comme contraires à l'ordre, estimées contraires à l'ordre, eh bien, on peut les utiliser. Alors on a eu c'est vrai, une surabondance de réformes. Et finalement, je vous cite, chaque nouvelle réforme antiterroriste amène de nouvelles structures ou de nouveaux organismes antiterroristes qui ralentit l'efficacité de la lutte antiterroriste. C'est ça le résultat finalement ? Est-ce qu'on avance quand même ? On avance lentement mais sûrement, mais il est vrai que l'alternance politique peut être difficile pour des sujets aussi délicats que la sécurité nationale. À partir de ce moment-là, alors attendez, je suis pas de la veine de Pasqua qui lui disait la démocratie s'arrête où commence la raison d'État, loin de là. Mais il est vrai que par effet de communication, on peut créer telle ou telle structure comme les MOPT, l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme, qui n'existe même pas juridiquement. Il n'y a pas de texte qui l'a. Enfin voilà, on l'a créé et ça n'aide pas du tout au travail des policiers. Je pense qu'au lieu d'aller sur de la communication, il vaut mieux dire, si communication il doit y avoir, c'est d'accord, on va procéder à un recrutement de tels agents au sein de tels services. Et donc, parfois, ça évolue dans le bien. Par exemple, pour pas être que dans la critique, le renseignement pénitentiaire a évolué. Là, maintenant, on est sur une agence nationale, le bureau, le système national du renseignement pénitentiaire. Et donc, là encore, ça a mis du temps à se mettre en place, mais c'était plus que nécessaire. Parce qu'on sait que les prisons sont des incubateurs de l'islamisme et qu'ils communiquent entre eux et qu'ensuite, ils se retrouvent dehors pour essayer de commettre des attentats. Ouais. Alors oui, ça, l'accent sur le renseignement en prison. En revanche, sur tout ce qui est politique de déradicalisation, là vous êtes plus critique. Alors, je suis plus critique parce que les chiffres l'ont montré. Hein. Là encore, c'est pas un manuel électoral. Oui, tout est sourcé, mais on a vu que le centre de déradicalisation en Indre-et-Loire ne fonctionnait pas, qu'il y avait très peu de personnes, que celles à qui on proposait d'intervenir ne voulaient pas y aller, que c'était interdit. Enfin, on n'admettait pas les personnes fichées S, et en fait, on avait fait venir une personne fichée S. Donc ça n'a pas du tout marché. On s'est rendu compte qu'une association qui devait déradicaliser, en fait, la responsable de l'association a été poursuivie pour détournement de fonds. Donc la déradicalisation, elle ne peut pas fonctionner, surtout pour des personnes qui sont prêtes à mourir en martyr. Enfin, on ne peut pas dire à quelqu'un qui va mourir en martyr, petit sacripant, souhaites-tu maintenant aimer la République ? Oui, vous avez cette phrase très forte, on ne peut pas déradicaliser un individu qui a trouvé un sens à sa vie avec le djihadisme. Oui, absolument. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Parce que dans mes travaux de recherche de thèse, je suis rentré très rapidement, mais en correspondance avec une personne qui a été récemment condamnée pour une 3e fois à perpétuité, c'est Carlos, qui s'est converti à l'islam. Et donc, il estime, et c'est pas forcément une bêtise, que le terrorisme islamiste est un prolongement du terrorisme internationaliste. Et je ne pense pas qu'à l'époque, dans les années 80, on allait arrêter un membre d'Action Directe en disant « maintenant, on va te déradicaliser et on va te faire aimer la société occidentale ».
Voilà, je pense que c'est pareil pour aujourd'hui. Alors simplement, quand on voit les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur tous les Français, puisque tous les Français ont un pass sanitaire à montrer, tous les Français ont vécu le confinement, est-ce qu'on pourrait estimer que l'état d'urgence terroriste pourrait se décliner à tous les Français, par exemple de devoir montrer un certificat de non-radicalisation pour aller dans le train, ou est-ce que ça pourrait s'étendre encore plus loin ? Non, alors je vais être beaucoup plus mesuré sur le pass sanitaire parce que on n'est pas là-dessus. Alors pourquoi je vais être beaucoup plus mesuré ? Parce que moi je me suis jamais posé la question. Je me suis pas posé la question. J'ai dû me faire vacciner par nécessité dès le départ. Donc si vous voulez, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Je parlais plutôt de l'usage de l'état d'urgence qui s'étend à tous les Français. Non, tous anti-Covid est vraiment une mesure de prévention, une mesure qui aide. Alors je sais que ça peut créer effectivement des séparations. Ça peut créer des séparations pour les personnes qui, pour des raisons que je ne jugerai pas, mais qui ne veulent pas se faire vacciner, qui n'ont pas de passe sanitaire et qui du coup se voient interdire. Et effectivement, on peut considérer qu'il y a une forme de discrimination. Pour autant, je n'irai pas dans le débat du contrôle social parce que, tous anti-Covid et le pass sanitaire sont quand même des mesures importantes. Et la bataille des chiffres, ne me revient pas. Je suis pas docteur en médecine, donc la question du contrôle social, je mets mon joker. Peut-être pour rebondir à ce que vient de dire Augustin, la question qu'il vient de vous poser, c'est vrai que la lutte contre l'épidémie, elle aussi, elle marque une forme de recul en termes de liberté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de télescopage entre cette politique liée à la crise sanitaire et aussi aux impératifs de lutte contre le terrorisme ? Est-ce que ça met pas en danger encore plus l'état de droit ? Alors, oui. Différemment, d'accord. En fait, je pensais à l'exemple très concret pour illustrer. Je pensais à l'exemple très concret de quelqu'un qui veut prendre le train, qui est par exemple fiché S et qui peut prendre le train, mais quelqu'un qui n'a pas son pass sanitaire ne peut pas prendre le train. Et en fait, c'est là qu'on se dit que peut-être que l'état d'urgence antiterroriste est peut-être plus soft ou en tout cas moins intrusif dans les libertés personnelles que l'état d'urgence sanitaire. Donc, est-ce que l'état d'urgence antiterroriste pourrait s'étendre encore plus ? En termes d'autorité. Là tout dépend après des décisions qui sont prises par les préfets, qui sont prises par les autorités politiques. Là, à l'heure actuelle, il est vrai qu'il y a aussi c'est une question quand même assez sensible parce que on berce rapidement vers un point qui s'appelle l'amalgame ou la stigmatisation. Donc du coup, des mesures qui en fait sont propres à la sécurité nationale sont vues par certaines personnes comme des mesures stigmatisantes. Et donc ce sont des mesures où on va, alors même que la question se pose même pas, mais c'est ce qui va se retrouver dans les médias, la question du contrôle aux faciès, parce que telle personne porte une barbe, elle est mal vue par la police et qu'elle. Donc là encore, c'est un sujet ultra sensible. C'est pour ça que finalement la mesure est peut-être plus facile à l'égard de la population qu'à l'égard des personnes qui sont visées par la radicalisation. Voilà. Alexis Depro, on va revenir dans un petit instant. On abordera peut-être les pistes de réformes qui, selon vous, seraient bénéfiques dans cette lutte contre le terrorisme. Vous nous appelez également au 0826 300 300. Vous réagissez sur les réseaux sociaux. On revient tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Arthur Delaborde. Et nous sommes avec Alexis Depro qui signe ce livre, Le droit face à la terreur. C'est aux éditions du CERF. Alexis Depro, on a déjà évoqué une grande partie des questions qu'on avait à vous poser, mais il y a quand même, je voulais en venir aux solutions peut-être que vous préconisez. On a beaucoup évoqué les défaillances dans le cadre actuel pour lutter contre ce terrorisme. Vous parlez d'abord de la gestion des frontières. Ça, c'est un vrai problème, l'espace Schengen en matière de lutte contre le terrorisme. Oui, l'espace Schengen qui a permis une libre circulation des personnes, libre circulation des marchandises, s'est avéré aussi être une libre circulation de la criminalité organisée, une libre circulation aussi du terrorisme. J'apporte dans cet ouvrage les nombreux éléments où en fait on a vu que les terroristes pouvaient traverser les frontières sans problème, sans être inquiétés. Et un terroriste qui avait commis un attentat en Allemagne a pris le train pour aller en France et du coup il a été arrêté à Milan. D'autres qui étaient passés par la France après avoir commis un attentat à Barcelone. Idem pour ceux qui avaient commis des attentats à Paris qui sont passés en Belgique.
Donc oui, il y a des problèmes avec l'espace Schengen. Donc là, on va me tomber dessus. Malheureusement, les chiffres parlent. Oui, mais est-ce que ça représente encore aujourd'hui l'essentiel de la menace? On sait qu'elle vient peut-être plus spécifiquement de notre territoire. Alors, il est vrai qu'avec avec la défaite de l'État islamique, là, on a moins de problèmes actuellement. Oui. Il y a les deux. Il y a deux menaces. Il y a une menace qui est tout à fait, vous avez entièrement raison, elle est endogène. Là, c'est une menace qui doit être travaillée par nos agents de renseignement, notamment le service central du renseignement territorial, avec des informateurs sur le terrain, la radicalisation qui se fait dans les banlieues, qui se fait même ailleurs et aussi en prison. Et il peut y avoir quand même des éléments extérieurs qui peuvent venir traverser les frontières. On l'a vu quand même, c'est juste l'année dernière. Enfin, ce Tunisien qui est venu, qui a commis son attentat à Nice. Oui. Donc on est vraiment quand même sur la présence d'un danger qui n'est pas inexistant. Vous évoquez aussi une piste, c'est celle de, autrement dit, sanctionner financièrement les potentiels terroristes à travers les aides sociales, hein, c'est ça? Oui, alors en fait, là, encore une fois, sans aller dans la surenchère, mais cette mesure avait déjà été prise. Ça a été corroboré par en fait un service très performant français qui s'appelle Tracfin. C'est le service de renseignement financier. Et ils ont vu que les personnes radicalisées, en fait, utilisaient l'argent des prestations sociales afin de l'envoyer en Syrie ou de commettre des attentats. Donc là, en fait, à travers les différents échanges que j'ai eus, et notamment à l'extérieur avec plein de personnes, sans jamais parler de politique électoraliste, hein, mais tout le monde disait, mais en fait, c'est une mesure de bon sens. Tout le monde consent à l'impôt. C'est un droit constitutionnel. Ouais. Mais est-ce que cet argent des impôts ne devrait pas aller ailleurs plutôt qu'à des personnes qui, en fait, vouent la République aux gémonies? Vous revenez aussi sur la question de la déchéance de nationalité. On se souvient de la polémique que ça a entraîné au moment du quinquennat Hollande. Et vous dites qu'en réalité, c'est tout à fait possible aujourd'hui à travers le Code civil, hein, finalement, cette déchéance de nationalité. Oui, absolument. C'est déjà inscrit dans notre Code civil. Il y a la déchéance de nationalité et le retrait de nationalité. Donc, c'est possible. Est-ce que c'est pratiqué ? Alors, j'ai pas les chiffres pour ça, mais ça peut être pratiqué à partir du moment où la personne a la double nationalité. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, selon le droit international, de rendre une personne apatride. Oui. Mais si la personne a la double nationalité, on peut bien sûr le faire pour justement confirmer ce que cette personne souhaitait, c'est-à-dire s'extraire de la communauté nationale. Alors vous aviez parlé, je me permets simplement un petit instant promo, puisque lundi prochain, André Berkoff recevra Georges d'Allemagne pour ce livre Le clandestin de Daesh, qui parle d'Oussama Attar, le cerveau des attentats du 13 novembre 2015. Et ça rejoint justement un petit peu ce que vous disiez sur Schengen. Alors tout de suite, vous avez la parole au 0826 300 300 et nous sommes avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour. On vous écoute, Olivier. Et bonjour. Je suis d'accord avec votre invité sur, par exemple, les frontières sont des passoires. La Commission européenne de Bruxelles a refusé d'aider les pays qui doivent respecter, défendre les frontières de Schengen, de leur accorder, je crois que c'était 1 milliard d'euros de fonds pour des barbelés, je dirais des frontières solides. Et ils ont donné 1 milliard d'euros à l'Afghanistan, ce qui est quand même la tête à l'envers. Secondo, je voudrais aborder une chose. Il faut savoir que la doctrine Mitterrand, il faut y mettre un terme. Je m'explique. Elle a encore saisi il n'y a pas longtemps, en 2017-2018, avec le président Macron. On a eu le cas Battisti, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, bien sûr. Oui. Battisti, on a mis l'Italie a mis pratiquement plus de 25 ans pour le récupérer. Ça a été fait il y a à peu près moins de 2 ans de ça, grâce entre la coopération avec le Brésil et Interpol qui ont traqué Battisti puisqu'il s'est échappé du Brésil et il a été arrêté en Bolivie ou au Pérou si je ne me trompe pas et réexpédié de facto au Brésil et direct l'Italie après. Mais il s'avère que malheureusement cette doctrine Mitterrand a encore fait cas. On a un nouveau cas Battisti en France et c'est un Chilien. D'accord. Et il faut être clair et net, c'est pas un ange le monsieur, je vous le garantis. C'est quelqu'un qui a des meurtres
sur la conscience des attentats, des kidnappings, et c'était après la fin du pouvoir de Pinochet. Mais c'est un groupe qui est terroriste, marxiste, dont ce monsieur faisait partie, qui a commis plusieurs attentats durant la période de Pinochet. Je le dis parce qu'en fait... Qu'est-ce que vous appelez simplement la doctrine Mitterrand ? La doctrine Mitterrand, c'est d'accueillir des gens, leur donner l'asile, mais des gens qui ont commis des crimes, des terroristes, mais leur demander de ne pas faire d'actes sur le sol français. Oui. Seulement, quand on demande l'asile, on doit être idem, exemple de crimes de sang. Malheureusement, cette doctrine Mitterrand, elle a fait beaucoup de dégâts, et elle existe toujours, elle n'a jamais été reniée par les présidents de la République. Oui, vous faites référence donc à ces gens condamnés en Italie pour des faits de terrorisme. Dans d'autres pays, il n'y a pas que l'Italie. L'Italie réclame encore, je crois, une quinzaine de terroristes, en l'occurrence, qui sont encore... il y a récemment, Macron a voulu les expulser, mais la justice bloque, en l'occurrence. Mais vous en avez d'autres pays, et le problème, c'est qu'on est un pays poubelle. C'est-à-dire qu'on doit se coltiner des gens qui ont tué. Il faut clairement le dire. Ce sont des gens qui sont en cavale, pour certains, depuis plus de 20 ans. Et il y en a un dernièrement, et je vous le dis tout de suite, il est sur le sol français, les mains libres comme l'air, et avec un bras d'honneur à son pays d'origine. Et il faut être clair, son pays d'origine a réclamé le président de ce pays, est venu en 2018 lors d'une visite d'État, a demandé à Macron de restituer la personne avec un mandat d'arrêt Interpol, donc en code rouge. Et qu'est-ce qu'a fait Macron? Il lui a dit « Je n'ai aucun pouvoir sous l'OFPRA ». Alors Alexis Depraux, peut-être, est-ce que vous pouvez répondre à Olivier sur cette question de la doctrine Mitterrand? Est-ce que ça a été un handicap pendant des années pour lutter contre le terrorisme en France? Alors, un handicap à l'époque, parce que comme le disait si bien monsieur, c'était les années 80 et c'était le début des phases terroristes. Et du coup, on savait que les terroristes étaient soutenus par des États. Or, gardons-nous de tout complotisme, on le savait, c'est la fameuse stratégie indirecte. Et donc, on a accepté d'accueillir et de négocier avec des États pour éviter justement que d'autres attentats soient perpétrés. Et c'est pour ça, effectivement, que ces personnes ont pu aller sur le territoire. J'en conviens qu'aujourd'hui, ces personnes méritent un jugement et méritent d'être extradées. Là, monsieur, je suis désolé de vous dire ça, mais un magistrat vous dira qu'il y a l'indépendance de la magistrature et que... Enfin, voilà, j'en suis conscient, je suis désolé de dire ça. Désolé, moi je n'ai pas à accueillir des terroristes dans mon pays. Un Français qui est condamné à l'étranger ou qui a commis plutôt un crime en France, si il est arrêté dans un pays étranger, il y a des conventions d'extradition et c'est retour à la maison, comme on dit. C'est-à-dire que le pays ne va pas le garder là où il va, forcément. Donc c'est ça qui me sidère. Alors par contre, on peut dire que cette doctrine Mitterrand, elle n'a jamais été appliquée en ce qui concerne le terrorisme islamiste. Non, parce que dans les années 80, c'était un terrorisme islamiste, mais des années 85, mais c'était lié à l'Iran, donc c'était assez particulier. On était encore sur la question moyen-orientale et qui n'était pas vraiment ce terrorisme salafiste. Donc cette doctrine Mitterrand était beaucoup plus appliquée pour les terroristes internationalistes. Effectivement, comme le disait monsieur, de tendance marxiste, mais pas pour le terrorisme que l'on trouve actuellement. Voilà. On se retrouve dans un instant. En tout cas, merci Olivier de nous avoir appelé au 0826 300 300 et vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Vous nous appelez, vous pouvez poser vos questions sur le terrorisme et l'état d'urgence. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Arthur Delaborde. Et on part tout de suite à Toulouse au 0826 300 300 avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous vouliez réagir à notre discussion avec Alexis Depraux sur ce livre, Le droit face à la terreur? Oui, tout à fait, intéressant et surtout j'ai bien apprécié le fait que vous avez abordé le problème de perméabilité des frontières qui aujourd'hui permettent de laisser rentrer pour des commandos suréquipés sans qu'ils aient besoin de communiquer sur place.
donc indétectables. Donc ça, c'est bien. J'avais une autre question concernant nos interventions extérieures. Est-ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui une fabrique de terrorisme à l'encontre de la France? Lorsqu'on intervient dans des pays en soutenant des fractions qui sont parfois des terroristes intérieurs, et lorsque ça se solde par la destruction de ces pays, on va dire, on peut le dire, pour la Libye, la Syrie, on est intervenu directement en finançant des groupes armés. Est-ce que quelque part, on n'a pas la monnaie de la pièce? Alexis Depro. Malheureusement, je pense que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que oui, les opérations extérieures peuvent créer du ressentiment, et pour des personnes qui en fait sont chez elles et vont intervenir une armée étrangère chez eux, il y a forcément une réaction, ce que je peux comprendre. Je ne légitime pas ce qu'ils vont commettre, mais je peux comprendre une réaction de leur part. Pour autant, il est quand même important qu'on ait une présence dans certains lieux, certaines zones où il y a effectivement beaucoup de dangers, beaucoup de menaces pour l'avenir de notre pays. Et là, encore une fois, je tiens à remercier le travail fait par nos militaires conventionnels et militaires des forces spéciales qui en ont vu des vertes et des pas mûres. Et donc, oui, c'est à double tranchant. C'est pour ça que finalement, le retrait au Mali peut créer de la frustration pour nos militaires, je peux comprendre. Ça permet aussi peut-être d'éviter qu'il y ait un ressentiment trop fort. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un recrutement. À l'heure actuelle, il y aura toujours un recrutement parce que les recruteurs sont aidés des bonnes personnes pour commettre des attentats. Les petites mains ne le savent pas, mais comme je le mets dans le livre et à la suite des propos des travaux de Xavier Hofer, les 50 dirigeants de Daesh, ce sont des anciens officiers de Saddam Hussein. Leurs femmes ne sont pas voilées, ils n'ont même pas de Coran dans leur maison. Et en fait, il faut penser ici à une stratégie indirecte moyen-orientale de certains États pour ensuite recruter des petites mains. C'est-à-dire que le recrutement, il se fait bien sûr sur le terrain, notamment dans certains endroits et dans certains centres cultuels. Donc ça, c'est les petites mains. Mais il y aura toujours un recrutement, malheureusement, parce que là, on est dans la géopolitique, et c'est parce qu'il y a eu géopolitique qu'on a financé des rebelles dont on a appris après qu'ils étaient liés notamment au front Al-Nosra et Al-Qaïda. Alors merci beaucoup. Enfin, Richard, vous aviez peut-être d'autres questions ? Non, c'est qu'aujourd'hui, des groupes qui sont, on va dire, moins diabolisés que d'autres en France, comme les frères musulmans, demain, peut-être, s'il y a des changements géopolitiques, pourront se retrouver du côté des ennemis. Hein. C'est ça, en fait, la difficulté de jouer avec les groupes terroristes en deuxième main. Voilà, c'est très bien, très intéressant. Alors, monsieur, là, vous avez soulevé un point. Alors, déjà, merci pour cette voix toulousaine qui réchauffe le cœur à Paris. Mais les frères musulmans sont une réelle menace. Vous avez totalement raison. Là, vous l'évoquez d'ailleurs aussi. Exactement. Donc, en fait, j'ai travaillé là-dessus et grâce aux travaux d'Alexandre Delval sur les frères musulmans, qui sont une menace. Mais malheureusement, Tariq Ramadan avait été beaucoup plébiscité par les médias, quand bien même on savait qu'il était lié par les frères musulmans. Et c'est un travail très intelligent de la part des frères musulmans, dans ce qu'on appelle la taqiyya, la stratégie de la dissimulation. Et donc, eux font un travail qui n'est pas visible, mais qui va permettre d'aider certains groupes salafistes beaucoup plus dangereux et qui vont agir sur le terrain. Mais vous avez raison, monsieur. Déjà, il y a beaucoup d'États, dont les Émirats arabes unis, qui ont classé les frères musulmans parmi la liste des organisations terroristes. Et il est nécessaire d'envisager une telle voie aussi pour la France, même si les fonds financiers des frères musulmans s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines, grâce à des pétromonarchies du Golfe. Merci beaucoup Richard. On va maintenant à Rodez avec Renaud qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Renaud. Bonjour. Bonjour Sud Radio. On vous écoute. Moi j'ai un problème avec le terme terrorisme tel qu'il est employé aujourd'hui en fait. Moi je vous explique. Je me souviens moi quand j'étais jeune, parce que moi je vais avoir 40 ans pas tout de suite, mais bon, dans pas de longtemps non plus.
je me souviens, moi, quand j'étais petit, quand on parlait de terrorisme, on parlait de personnes qui s'en prenaient à la nation. Aujourd'hui, on met un petit peu terrorisme, pour moi, c'est devenu un terme fourre-tout, clairement. Je suis en train de me demander comment on jugerait Jacques Mérine, un des plus grands bandits français, comment on le jugerait aujourd'hui? Alors c'est un point intéressant que vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Alexis Debrow. Alors, bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Vous avez entièrement raison. Dans le code pénal, il n'y a pas de définition extrêmement précise du terrorisme. C'est pour ça d'ailleurs que depuis des années, on essaie de trouver les éléments en disant qu'est-ce que le terrorisme? C'est effectivement mener des actions en vue de faire peur, de terroriser la population. Mais il n'y a pas de définition, ce qui veut dire aujourd'hui que, comme vous le disiez, tout un chacun pourrait être considéré comme un terroriste dans la mesure où, imaginons demain, un militant écologiste, alors j'ai rien contre les militants écologistes, mais un militant écologiste, en fait, va faire sauter une ferme ou d'élevage de volailles. Il peut être considéré comme un terroriste, puisque c'est déjà le cas aux États-Unis, on parle de terrorisme écologique. Donc, monsieur, vous avez raison, il pourrait y avoir parfois des définitions. Alors, bien évidemment, Jacques Mérine, ce que je veux dire, c'est que sur la criminalité organisée, le procureur et le juge, ils vont quand même faire le lien si c'est lié ou non avec une association de malfaiteurs terroristes. Mais on est bien sur la même définition, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs. Après... Aujourd'hui, il n'y a pas de définition plus précise et je pense que ça pourrait faire de longs débats à l'Assemblée nationale. Simplement pour compléter, ça veut dire que le terrorisme ne comprend pas la stratégie du loup solitaire, par exemple? Et non, pas forcément. L'association de malfaiteurs, donc, le terrorisme se fait en groupe, comme j'expliquais précédemment. Mais ça pourrait être, oui, tout à fait, une personne qui agit de manière seule. Oui, oui. Renaud, vous vouliez intervenir? Oui. Ben, ça voudrait dire aussi, dans ces cas-là, moi, de ce que je comprends, excusez-moi, mais moi, honnêtement, ce que j'entends, moi, je comprends ce que vous dites, mais moi, ça me soulève un peu, parce que ça voudrait dire que nous, Gilets jaunes, quand il y a eu certains débordements avec certains péages qui ont été saccagés, etc., voire même détruits, ça pourrait être jugé comme du terrorisme. Alors... je le dis sans jugement, monsieur, mais oui. Si il y avait, imaginez un artifice, que vous utilisez un engin incendiaire, quelqu'un qui ferait un excès de zèle pourrait considérer que vous êtes dans une association de malfaiteurs terroristes. Ça pourrait l'être. J'ai pas dit que ça le serait. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Non, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, la définition, elle est large et donc elle pourrait tendre vers ce genre de difficulté, tout à fait. Et oui. Vous savez que c'est très inquiétant ce que vous dites là, parce que ça voudrait dire que même que les gens avec les fumigènes dans les stades qui blessent un joueur de foot pourraient être considérés malheureusement comme terroristes aussi. C'est accidentel, mais ça pourrait aussi. Alors pour les supporters, là en fait il y a des dispositions spécifiques qui ont été prises, qui sont dans le code du sport, et donc eux ils ont encore une législation qui leur est propre. Voilà. Hors phénomène de violence hors stade, il y a des dispositions spécifiques. Monsieur. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif religieux à l'heure actuelle dans la définition de ce concept de terrorisme? Non, il n'y a pas de définition religieuse, ce qui peut amener un terrorisme extérieur à la religion, tout à fait. Oui, donc ça, finalement, tout ce qui constitue des atteintes à l'ordre public peuvent d'une certaine manière aussi être interprétés comme des faits de terrorisme? Tout ça, c'est l'appréciation du juge? Oui, je pense. Je pense que ce serait possible. Là, monsieur Rémi Daillé qui a été arrêté, oui. Si on l'avait trouvé avec du matériel explosif,
pourrait se voir mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une action terroriste dans une organisation terroriste. Je ne connais pas le dossier. Oui. Je ne juge pas, encore une fois, Monsieur Daillé, qui que ce soit. Moi, je suis là pour... j'interviens gentiment auprès de vous, mais je ne suis pas là pour donner les bons points et les mauvais points. Hein. Ce n'est pas mon but. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il pourrait être interprété comme cela. Ah oui. Merci à Renaud qui nous a appelé de Rodez au 0826 300 300 et on continue cet entretien jusqu'à 14h. Vous avez encore un quart d'heure pour nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Arthur Delaborde. Et nous sommes toujours avec Alexis Depro qui a écrit ce livre Le droit face à la terreur, mais on parle aussi des autres sujets que nous avons évoqués, notamment ces départements qui refusent de payer le RSA aux salariés non vaccinés. Alors il y a une petite subtilité, c'est qu'ils refusent de payer le RSA parce qu'il y a eu un manque de concertation avec l'État notamment. Et nous sommes avec Bruno qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Je voulais intervenir donc sur ce sujet. Alors, en fait, les infirmières ont été, on les a applaudis pendant qu'elles soignaient au moment du pic du Covid, hein, et là il n'y avait pas de problème. Et puis là, tout d'un coup, on leur demande de se vacciner, sachant que c'est toujours pas obligatoire, mais l'alternative c'est ça ou coucher sous les ponts. Donc là, il y a un manque visiblement du gouvernement. Et puis la personne aussi a dit tous vacciner c'est la solution. Non, en Israël ils l'ont fait, c'est pas vraiment la solution. Et puis en plus, maintenant on le sait, le vaccin, enfin l'injection, n'empêche pas de le rattraper et n'empêche pas de contaminer. En plus, si on parle de la tranche d'âge des enfants, les enfants ont plus de chances de mourir du vaccin que du Covid. Donc tout ça, c'est criminel et il faudrait que donc cette personne se renseigne auprès d'éminents virologues, de chercheurs, hein, dont les écrits et les études figurent sur Internet, hein, et arrêter de raconter comme ça la propagande. Voilà. Alors évidemment, Hélène Sandrani, vous faites référence à la présidente socialiste du département de l'Aude qui était avec nous au début de cette émission. Elle n'est pas là pour vous répondre. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter, c'est tout à fait caractéristique de notre époque, hein, c'est-à-dire qu'on parle de la forme mais pas du fond. Hein, c'est-à-dire que là, disons qu'on n'obligeait pas les infirmières à se vacciner, et ben du coup le problème de la forme, savoir qui paye quoi, ça c'est secondaire. Le problème serait résolu. Hein, voilà. Oui, puis on lui a posé cette question, est-ce que la vaccination obligatoire ne poserait pas les mêmes problèmes de salaire? Évidemment que si, hein. En tout cas, c'était son discours. Alors merci beaucoup Bruno de nous avoir appelé. Je crois que nous sommes avec Nicolas tout de suite. Je vous en prie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Je vais appeler parce que moi, je suis praticien en lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Alors vous nous appelez d'où simplement? Pardon? Vous nous appelez d'où simplement? Du 92. Très bien. On vous écoute. Et je vais pas te poser la question. Une question, c'est que Nicolas Sarkozy, quand il était président, avait inauguré un fonds d'investissement venant des Émirats. C'était l'époque où il disait que le prêtre, le rabbin, l'imam devaient être des nouveaux acteurs de socialisation dans la société française, on va les citer. Et donc le fonds d'investissement qu'il avait autorisé venant du Qatar, je crois, d'Arabie Saoudite, devait aider à développer des entreprises dans certains quartiers. Et c'était un fonds, on va dire, à vocation communautaire. Et ma question est simple. Est-ce que ce fonds a été utilisé pour servir à du blanchiment, de l'obfuscation d'activités terroristes à un moment donné? Elle n'a pas été détournée de son obligation. Alexis Depro, est-ce que vous avez des données sur ce sujet? Alors non, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je pense que mon avis Tracfin a dû être sollicité pour vérifier les fonds, monsieur. Mais là, sans fausse modestie, je pense que vous maîtriserez mieux que moi les questions anti-blanchiment. Mais c'est vrai que entre ces fonds versés à l'État et les autres fonds versés à des associations, quelles qu'elles soient, il y a des problèmes de blanchiment, même s'il y a déjà des systèmes de financement internes entre eux que nous ne maîtrisons pas et qui ne passent pas par les banques classiques. Comme vous devez mieux le savoir que moi, je pense, monsieur. En passant par des cartes de crédit, des entreprises qui financent des petits restaurants, des blanchir d'autres de notre financement. Il
Je pense que je n'ai pas la preuve. Hein. Enfin, je peux poser la question, mais on peut poser la question. Alors, il y a un petit peu d'écho, Bruno. Est-ce que vous êtes en haut-parleur? Allô, Nicolas. Pardon. Nicolas, pardon. Désolé, je suis à ma fenêtre. Ah, d'accord, ok. Alors, donc, j'ai eu ma réponse. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir Merci, appelé. monsieur. Merci Alexis Depro. Peut-être pour revenir à votre ouvrage, finalement ce qu'on peut retenir peut-être comme principale piste pour avancer efficacement dans cette lutte contre le terrorisme, c'est qu'il faut davantage de moyens pour le renseignement humain, hein. C'est peut-être ça l'idée principale? Alors, je pense que oui, la législation antiterroriste, on l'a, elle est complétée, elle est bien faite. Maintenant, il nous faut les moyens, c'est-à-dire que nos agents de renseignement, dès que c'est judiciarisé, c'est-à-dire que la personne va devant le juge, les preuves sont apportées par ce qu'on appelle les fameuses notes blanches. C'est des documents qui sont non datés, non signés, mais qui émanent des services de renseignement. Alors, à l'époque, dans les années 50, c'était assez sensible parce que ça parlait de la vie privée de certains hommes politiques. Bref, aujourd'hui, ces notes blanches, elles sont vraiment nécessaires car apportées pour justifier telle assignation à résidence, pour justifier telle mesure à l'encontre de telle personne. Et en général, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'erreur. Et je pense qu'il faut encore augmenter les moyens pour que tous ces agents qui font ce travail puissent avoir la matière nécessaire pour pouvoir mener leurs enquêtes, pour mener leur filature et qu'on puisse trouver les failles, tout simplement. Alors pour compléter la question d'Arthur, il y a la plateforme Pharos qui est chargée de surveiller la signalisation sur Internet notamment. Et après le meurtre de Samuel Paty, on avait retrouvé des tweets d'Anzorov qui menaçaient de mort clairement sur plusieurs personnes. Et beaucoup de gens se sont dit il faut beaucoup plus surveiller les réseaux sociaux, les algorithmes Internet. Mais en fait, on se rend compte que si on devait suivre tout le monde qui fait des menaces de mort sur Twitter et sur les réseaux sociaux, ce serait déjà très compliqué, que Pharos n'est pas très efficace. Donc, comme vous le dites, il faut s'axer sur l'humain et les relations, on va dire, officieuses. Je pense qu'il y a beaucoup de menaces qui ont lieu sur Internet. Heureusement, ce sont des menaces qui restent derrière un ordinateur. Donc, si on devait surveiller tout le monde, parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis pas sur je suis très peu sur les réseaux sociaux. Mais si on écoutait tout le monde se balance des insultes, là, on n'en a pas fini. Non, il faut vraiment mener un travail de terrain et puis voir, d'ailleurs, les signalements n'émanent pas forcément on n'est pas sur un système de délation collective. Les signalements, en général, viennent de la famille, en disant, voilà, mon fils, mon neveu, ma nièce, elle a changé du tout au tout, ou alors elle s'est mise avec une personne. Voilà, on n'est pas très serein et on n'est pas vraiment sur la délation. On est de la délation de la part du voisin d'à côté. Oui. Et je pense que c'est comme ça que le travail doit être mené. Et après, la DGSI, les RG, le service central du renseignement territorial, va continuer l'enquête s'il y a besoin. Mais pour ça, il faut aussi d'autres personnels. Je pense que en termes de loi, on est bien, il faut arrêter la surenchère législative pour éviter de dire malheureusement il y a eu un attentat, on va faire une loi pour répondre à ça. Non, il n'y a plus besoin de loi, il faut maintenant les laisser travailler, leur donner les moyens et que les Français puissent vivre en toute tranquillité à l'égard de la menace. Merci infiniment Alexis Depro d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le droit face à la terreur. C'est publié aux éditions du Cerf. Augustin, demain on retrouve André Berkoff aux commandes de cette émission. Absolument, André Berkoff et ses invités comme toujours sur l'actualité dans tous ses états. Et merci Alexis Depro d'être venu avec nous. Et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et tout de suite vous retrouvez Brigitte Lahaye.